Bonjour à tous. Alors, donc, le chapitre, ce chapitre-là, c'est le chapitre 4. Dans ce chapitre, donc, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, sélection et priorisation des axes d'optimisation. Donc, les axes, c'est-à-dire dans quelle direction, donc, quels sont les axes qu'on va essayer d'optimiser dans la démarche Lean. D'accord. Alors, en guise d'introduction, je vais donc vous parler de la démarche PDCA que vous voyez ici. D'accord. Donc, ce sont 4 étapes PDCA qu'on va détailler maintenant et qu'on a dessiné sur une roue pour dire que c'est un processus qui est circulaire en fait. Dès qu'on a terminé le premier cycle, on peut passer au deuxième. Et puis donc il y a les escaliers pour dire que ça donne de la progression, amélioration, par exemple de la qualité. Ici c'est un exemple d'amélioration de la qualité, mais ça peut être aussi l'amélioration de tout, quoi. Alors, la méthode PDCA, c'est une démarche cyclique, comme j'ai dit, d'accord, cyclique, d'amélioration, donc qui consiste à la fin de chaque cycle à remettre en question toutes les actions. C'est-à-dire, quand j'arrive ici, je fais une analyse et puis je regarde, est-ce qu'il y a encore une opportunité pour recommencer un autre cycle PDCA, à remettre donc en question toutes les actions, c'est-à-dire on va reprendre, remettre en question quelques-unes et puis peut-être pas toutes, hein, mais voir encore d'autres opportunités. Alors PDCA, ça tire son origine des premières lettres des mots qui la composent, plan, do, check, act. Alors ces dernières peuvent être interprétées telles que en français, hein, plan, préparer, planifier, do, développer, réaliser, mettre en œuvre, dans check, contrôler ou vérifier, dans act ou adjust aussi, agir, ajuster, réagir. On peut, en fait, c'est l'esprit de la quatrième étape. Alors, le processus lui-même, ici, je vous ai trouvé un résumé de tout ça. Eh bien, le processus, c'est le sens de l'amélioration continue, eh bien, c'est ça. Et quand je fais tourner la roue, ben, je vais dans le sens de l'amélioration. Et cette démarche, ça va dans le sens de l'amélioration continue, parce que ça peut tourner tout le temps. Ici, vous voyez ce petit triangle, en fait, c'est le système qu'on appelle une cale. Hein. C'est une cale pour que le processus ne revienne pas en arrière. Donc, un système de management, ici, bon, c'est appliqué à la qualité, mais ça peut être aussi appliqué à juste améliorer. Donc, le système qu'on a mis en place, on met un système de management pour que ça ne retourne pas en arrière. Le cycle PDCA illustre le principe donc par une roue, comme vous avez vu dans le dessin, qui sera ensuite baptisée la roue de Deming, parce que Deming, c'est la personne du nom de son initiateur, William Edward Deming, dans les années 50 du cycle dernier. D'accord, donc c'est assez vieux comme méthode. Alors, la première étape du cycle planifier, d'accord, consiste à préparer et planifier ce que l'on va réaliser. D'accord. La seconde étape du cycle, en français, faire, si vous voulez, et la construction, la réalisation, la mise en œuvre, la réalisation de l'œuvre aussi. La troisième étape, check ou bien vérifier, consiste à contrôler que les ressources mises en œuvre dans l'étape précédente, dans l'étape do, hein, celle-ci, et les résultats obtenus correspondent bien à ce qui a été prévu. D'accord. Ici, c'est
check, vérifier. La dernière étape du cycle, ça peut être aussi agir, c'est-à-dire faire agir, ça veut dire faire effectivement des améliorations. Dans ça, ça peut être agir, hein, consiste à ajuster les écarts. Si on a déterminé les écarts dans ces étapes-là, on a vu que il y a des écarts par rapport à ce qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire les résultats ne sont pas ce qu'on attend. D'accord? Quand on mesure un résultat, on peut le mesurer et voir qu'en fait on a un écart par rapport à ce qu'on aspire. Recherche des points d'amélioration, donc à ce moment-là, ce qui amène à un nouveau projet à réaliser et donc à déployer encore une fois le cycle. Donc une nouvelle planification à établir, ça veut dire qu'on revient aussi, à la première étape, plan ou plan, ou bien, planifier. Alors ici vous avez un résumé, définition, hein, vous avez le temps de regarder ça. Juste ici c'est le résumé de ce que je viens de dire, hein. Planifier, d'où vous avez les intérêts nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, d'où de mise en œuvre du travail planifié, exécution du plan, et puis vérifier que les résultats obtenus correspondent à ce qui a été planifié, et puis agir, ajuster les écarts à capitaliser et à développer. La méthodologie, d'abord on commence par l'analyse des causes, la cible des nouvelles, etc. Et puis ici, j'ai commencé par ça. En fait, on commence par planifier, identifier clairement le problème. Par exemple, je peux utiliser cet outil, le QQO-QCCP, on va voir ça ensemble. Rassembler l'équipe, analyser les causes, définir le plan. Donc ici, vous avez en fait toutes ces étapes-là, ce qu'on va faire. De toute façon, ce qui vient, je vais détailler ces étapes-là. Là, c'est juste un résumé, hein, une avant-première de ce qu'on va voir là par la suite. La démarche PDCA sera donc la toile de fond sur laquelle sera tissé tout le processus de mise en place du projet Lean. Ça veut dire qu'en fait, on va poser le projet Lean dans cette démarche-là. Donc, les étapes du Lean Manufacturing, on va les mettre, les différentes étapes, on va les mettre quelques-unes dans P, d'autres dans D, d'autres dans C et d'autres dans A. Et pour avoir justement cet esprit d'amélioration et qui est continu, parce qu'on peut déployer le PDCA autant de fois qu'on veut, comme l'indique le schéma ici. Alors cette troisième phase du projet Lean, celle-là, la priorisation des axes, qu'on va regarder dans ce chapitre, peut être placée dans l'étape, on est encore dans l'étape P, la première étape du cycle PDCA, avec les deux autres phases qui ont précédé. Donc les deux autres phases, on a regardé les premières étapes, donc les trois étapes du Lean Manufacturing, plus enfin les deux étapes qu'on a vues et la troisième, on peut les mettre dans P de PDCA. Alors en effet, ces trois étapes représentent les fondements ou bien ce qu'on appelle le socle sur lequel vont reposer les autres phases qui suivent et c'est sur lesquelles c'est sur ce socle-là qu'elles vont être bâties. Alors, afin d'identifier et prioriser les projets d'amélioration faisant partie de la démarche Lean qu'on a déjà entreprise, donc on a plusieurs outils de sélection et de priorisation. Donc, ces outils-là, parmi ces outils, le brainstorming, d'accord, les 5 pourquoi, le QQOQ-CCP, on va voir ça, c'est un ensemble de questions qu'on va se poser pour déterminer le problème. Le diagramme d'Ishikawa, le diagramme de Pareto, le vote par exemple pondéré, la feuille de relevé, et on va voir tous ces outils-là de données, la feuille de relevé de données,
Et la matrice impact faisabilité, donc on va terminer par cette matrice. Et il peut y avoir d'autres outils si jamais on a besoin de ces outils-là. Donc bon, dans le chapitre, on va voir les plus importants outils qu'on utilise et qui sont souvent utilisés. Alors, on commence par le brainstorming, il est très utilisé cet outil-là. Et on a vu ça dans le premier chapitre, je vous ai déjà parlé du brainstorming. C'est ce qu'on appelle le remue-ménage. C'est quoi? C'est une tempête d'idées en fait. Ça veut dire les idées, elles viennent de partout, hein, elles affluent de partout. Et de créativité, beaucoup de créativité. Alors l'objectif du brainstorming, c'est résoudre un problème en groupe de progrès. Un groupe qui va qui va s'appeler, si vous voulez, un groupe de progrès, et qui va rechercher les causes et les solutions. Ici, vous avez un résumé du brainstorming. Vous avez la définition, outil de recueil de données, hein, traduit par un déballage d'idées ou un remue-ménage. Il est principalement utilisé dans les phases de créativité, notamment pour la recherche d'idées, par exemple dans le Six Sigma, en favorisant le travail d'équipe, etc. Alors son intérêt, démultiplication des idées, ça c'est très important, pour après bien sûr choisir l'idée la meilleure, on va dire. Quantité d'idées importantes en très peu de temps, d'accord? Ça c'est un avantage et c'est son intérêt. Contribution à l'esprit d'équipe, d'accord? Donc ici c'est vraiment un travail d'équipe qui va me permettre d'utiliser ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est-à-dire que si on se met ensemble avec chacun son intelligence et qu'on la met au service du groupe, eh bien on a une intelligence qui est beaucoup plus que ce qu'on aurait si on avait ajouté les intelligences, c'est-à-dire si chacun a travaillé dans son petit coin et il vient après pour mettre, c'est-à-dire que le résultat c'est la somme des intelligences, c'est pas la même chose que si on travaille en groupe et on aura une intelligence supérieure à la somme des intelligences des individus. Donc c'est ça l'intérêt du brainstorming. En fait, ça vient de cette idée-là. Les 6 règles d'or, penser librement, toutes les idées ont la même valeur, ne pas critiquer, une idée égale un post-it, c'est-à-dire sur le post-it, je vais mettre ici, vous avez un schéma du post-it. Rebondir si les idées, sur les idées des autres, c'est-à-dire je peux me l'approprier, hein, ou bien la critiquer à un moment donné, pas tout le temps. C'est-à-dire on a le droit de, pas la critiquer, mais demander des explications, etc. Énoncer chaque idée. Donc on peut énoncer l'idée, en fait on l'énonce. Ou bien on l'écrit, ou bien on l'écrit sur un tableau, etc. Je vous ai parlé du brainstorming dans le premier chapitre. Alors il y a une méthodologie, donc des étapes dans cette méthodologie. Poser l'objectif, poser le sujet dans la première étape, la phase de déballage des idées, ne pas filtrer les idées, c'est-à-dire on va prendre toutes les idées, déterminer les grands thèmes ou les familles, classer les idées, parfois on les classe par thème, par famille, suppression des doublons, on va bien sûr supprimer les doublons pour essayer de finalement recueillir une seule. Ça diffère un petit peu de ce que je vous ai dit dans le premier chapitre, mais c'est en fait le but, c'est de sortir avec une idée et la meilleure. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Alors maintenant, un autre outil, ce sont les 5 pourquoi. Alors la méthode des 5 pourquoi, elle est très simple, elle permet d'identifier des causes racines d'un problème. C'est-à-dire on va poser une question et à partir de sa réponse elle va nous inspirer une autre question et à partir de sa réponse elle va nous imposer et on va poser les questions au fur et à mesure dans au moins 5 étapes, parfois 4, mais disons on va dire 5. Généralement c'est 5 étapes de questions pour aller aux causes racines du problème. Les causes racines, c'est-à-dire à la racine du problème.
d'accord, en posant plusieurs fois la question pourquoi au problème, on tire une à une les couches de symptômes qui mènent aux causes racines, d'accord. Donc on va c'est comme si, c'est comme si vous preniez un oignon et que vous enlevez la première peau, après vous enlevez la deuxième, après vous enlevez la troisième, etc. jusqu'à ce que vous arriviez vraiment au cœur de l'oignon, c'est ça. Alors, bien que la méthode se nomme les 5 pourquoi, il se peut que vous ayez à vous poser la question pourquoi moins de 5 fois, parfois 4, ou bien plus de 5 fois, selon le problème. Alors, ici, la démarche, identifier et énoncer la situation clairement. Que se passe-t-il? Identifier le problème, pourquoi cela est arrivé. Transformer, ça c'est les différents pourquoi qu'on va se poser. Après, pourquoi cela est arrivé, le premier. Que se passe-t-il? Ça c'est les premières questions. Pourquoi cela est arrivé? Deuxième question. Transformer la cause du problème précédent en nouveau problème, c'est-à-dire pourquoi ce problème-là. Et après, je passe la question pourquoi a-t-elle été posée suffisamment de fois. Ça, en fait, c'est... voilà, c'est comme ça. Si c'est bon, ça veut dire qu'ici, on a obtenu la réponse et proposé la solution. Solution à la cause première identifiée. Sinon, eh bien, on va reposer la question jusqu'à ce qu'on arrive et on va se demander la question pourquoi a-t-elle été posée suffisamment de fois. Sinon, ben, on va recommencer. Sinon, c'est bon, on est arrivé. Donc, c'est ça qui va déterminer le nombre de questions qu'on va poser. Alors, ici encore les 5 pourquoi, la définition, les intérêts est un outil de résolution 5 why ou 5 why ou bien 5 pourquoi, de résolution de problèmes permettant de remonter à la cause racine d'un problème. C'est la définition. L'intérêt, ne pas se contenter du premier problème soulevé, c'est-à-dire aller creuser un petit peu plus jusqu'à ce que j'arrive au premier problème initial. Et donc ici, vous avez les différentes couches que vous allez déblayer. Donc ici, vous avez pourquoi, premier pourquoi. Ça vous donne une deuxième couche où vous vous posez peut-être deux questions. Et puis cette question, elle va vous arriver aux causes racines à partir de là. Peut-être cette question, elle n'est pas encore suffisante et vous allez vous poser encore la question, etc. Donc vous avez un réseau de questions qui vont arriver à certaines causes racines. D'accord? Et puis finalement, le résultat, vous arrivez à une dernière cause racine ou bien plusieurs causes racines. Disons que ça, c'est quand un problème, il a beaucoup de complications, c'est-à-dire ici à une phase donnée, je peux me poser deux types de pourquoi, par exemple. Ça, c'est un exemple de 5 pourquoi qui est un petit peu plus compliqué que juste une ligne avec pourquoi. Alors la méthodologie, se rendre sur le terrain pour identifier le problème, réunir l'équipe, dérouler les 5 why, rechercher les actions correctives et puis déployer la solution. D'accord? Alors l'outil, le QQOQCCP, alors c'est un ensemble de questions. C'est un outil de qualité, généralement, très efficace pour cerner le plus complètement possible un problème, une cause, une situation donnée. Pour cerner un problème. Il est différent des 5 pourquoi. 5 pourquoi, ça vous permet d'aller creuser jusqu'à arriver à la cause racine. Ça veut dire que vous cherchez la cause du problème. Ici, c'est autre chose, c'est-à-dire vous vous posez un certain nombre de problèmes, de questions pour en fait balayer toute la surface. Ce que vous voyez, tout le problème, les tenants, les aboutissants, d'où ça vient, etc. Alors, très utile aussi dans le travail de rédaction des procédures, c'est-à-dire, je veux rédiger une procédure, c'est comme ça, donc il faut avoir la réponse à toutes ces questions-là.
Son nom vient des questions auxquelles on doit répondre. Voilà les questions en fait. De quoi s'agit-il? L'objet, l'opération, sa nature en fait. Qui est concerné? Les exécutants. Alors il faut la qualification, c'est-à-dire leur qualification. Les exécutants, qui, et puis leur qualification, ça peut être ingénieur, opérateur, etc. Où cela se produit-il? Quand cela survient-il? La durée, la fréquence, etc. Donc là, vous voyez que il y a un problème, donc vous essayez. Il survient par exemple, c'est quoi comme problème? C'est de quoi s'agit-il? Qui est concerné par ce problème? Ça peut être le processus, ça peut être les personnes, ça peut être beaucoup de choses. Où est-ce que ça se produit? Donc dans ce processus-là, quand cela survient-il? Eh bien, durée, la fréquence, etc. Comment procède-t-on? Comment, ça veut dire comment procède-t-on? Matériel, matière. Comment je vais procéder pour... quel est le procédé? Comment ça se passe, etc. pour essayer de le décortiquer. Combien de fois cela se produit-il? D'accord? Et pourquoi cela se passe-t-il? Pourquoi ça se passe? Donc c'est CCP, la dernière question. Alors cette méthode, qui fait quoi? Où, quand, comment, combien et pourquoi? C'est une méthode d'analyse formelle, critique et constructive basée sur le questionnement. Elle est basée sur le questionnement. Elle facilite la collecte quasi exhaustive et rigoureuse d'informations. Quasi exhaustive, à peu près, on a tout ce qu'il faut pour une analyse très complète. En fait, la facilite et rigoureuse des informations, c'est-à-dire une série d'informations presque exhaustives, et elle est rigoureuse aussi pour une situation donnée. C'est rigoureuse, ça veut dire vraiment très exact, elle va dans les détails parce que vous vous posez toutes sortes de questions possibles. Elle aide, elle aide à rassembler le plus ou moins grand nombre de réponses, oui. Elle permet de présenter l'exposé des faits et de leurs causes de façon structurée, d'une manière structurée, c'est-à-dire on sépare les différents types de questions qu'on peut poser, donc elle va me permettre c'est-à-dire l'exposé des faits et même des causes des faits, elle va être vraiment structurée. Elle aide à mesurer rapidement le niveau de connaissance dont on dispose sur la situation. Aussi, on peut savoir est-ce qu'il y a des problèmes. Par exemple, il peut y avoir des questions pour lesquelles je ne peux pas répondre. Donc à ce moment-là, ça veut dire que je ne connais pas bien le problème. Donc là, je vais aller creuser là où... alors il faut absolument que je puisse répondre à toutes ces questions-là. Ça veut dire qu'il faut que je creuse plus pour pouvoir répondre à ces questions. D'accord? Et pour cerner le problème. Processus de l'outil, eh bien vous avez... c'est celui-ci qui est concerné, responsable, ou bien victime, ou bien acteur, etc. De quoi ça dépend de la nature du problème ici. De quoi s'agit-il? Objet, méthode, peut-être c'est juste un objet qui pose problème, ou bien une méthode, ou bien une opération, ou une action de phase, etc. Ou lieu, service, atelier, processus, distance, étape, tout. Quand, date, durée, fréquence, planning, moment. D'accord? Comment, moyen, matériel, procédure, manière. Tout ça, ça concerne le comment. Combien? Eh bien, le temps, l'argent aussi, les quantités aussi, et puis le pourcentage. Donc, combien? Donc, vous pouvez mettre tout ça. Ça dépend du problème aussi. Pourquoi? Réaliser telle action. Pourquoi réaliser? Respecter telle procédure, etc. Pourquoi? Alors, le vote pondéré maintenant, une autre méthode. Ça, c'était pour le QQ au QCCP. Alors, le vote pondéré, on a déjà vu, je vous ai parlé de ça au premier chapitre. L'objet du vote pondéré, c'est un outil pour faire un choix lorsque les données sont qualitatives. C'est-à-dire bien, pas bien, c'est pas quantitatif, c'est
Généralement, on le fait quand le choix pour choisir, pour faire un choix, lorsque j'ai des données qualitatives. C'est une technique de sélection finale du problème que le groupe souhaite résoudre en premier. D'accord? C'est-à-dire, généralement, ça vient vers la fin, et là, on va faire un vote pondéré. Un vote pour choisir. D'accord? À partir des résultats d'un vote simple ou d'un brainstorming, par exemple. Et je fais un brainstorming, par exemple, et je finis par un vote pondéré. Si, par exemple, j'ai... à la fin du brainstorming, par exemple, j'ai soulevé 2 solutions finales et je n'arrive pas à choisir entre ces 2 solutions, donc je fais 2 ou 3, plusieurs on va dire, on fait un vote pondéré. Les sujets sont classés par ordre de priorité avec une pondération décroissante en fonction de leur classement. La priorité, par ordre de priorité avec une pondération décroissante. Pondération, c'est-à-dire multiplication par un coefficient, en fonction de leur classement. Le vote pondéré, alors oui, le vote pondéré, en fait, c'est le titre. Hein. Je reviens, donc je suis toujours dans le vote pondéré. Alors, comment on opère? Il y a dans le mode opératoire, il y a vote pondéré multicritère. D'abord, il y a un autre genre de vote pondéré, il n'y a pas que multicritère. Alors, d'abord, on va commencer par multicritère. Chacune des causes est pondérée en fonction des critères. Urgence, fréquence, risque de non-détection, etc. C'est-à-dire, en fait, les causes d'un problème... Ici, par exemple, l'exemple qu'on a pris, c'est utiliser le vote pondéré pour classer, si vous voulez, des causes d'un certain problème qu'on voudrait voir. Et donc, pour prioriser une cause, pour après essayer de régler cette cause-là d'abord, pour voir laquelle des causes qui est plus grave, en fait. D'accord ? Et donc, chacune des causes est pondérée en fonction des critères. Urgence, fréquence, risque de non-détection, par exemple. Et puis, il peut y avoir d'autres critères. Le groupe se met d'accord. D'abord, il commence à se mettre d'accord sur les critères à retenir, déjà, parmi les critères qu'il y a. Puis, élaborer un tableau à colonnes. Risque des causes et aligne les critères. Dans les lignes, les critères. Et calcule, le groupe il va calculer enfin le poids relatif à chacune des causes. On va voir un exemple pour que ça soit clair. Par la multiplication des poids attribués à chacun des critères. On va voir ça après. Le groupe peut alors décider les causes priorisées pour analyse. D'accord? Donc, ça, on va voir un exemple. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, je dois analyser une cause d'un certain problème. J'ai plusieurs causes, mais je ne sais pas laquelle elle est plus importante. Donc, à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle un vote multicritère. Mes critères sont ceux-là, et en fait, je vais multiplier le poids, le poids relatif à chacune des causes par la multiplication des poids attribués à chacun des critères. À chacun des critères, je vais attribuer un poids, c'est-à-dire est-ce que le critère urgence est plus important que fréquence, est plus important que la non-détection. Donc en fonction de ça, je donne des coefficients, c'est-à-dire des poids, d'accord? Et ces poids-là, c'est ça qui va permettre de les multiplier par les différentes causes pour voir laquelle des causes elle est importante. Et on va voir ça, donc on a besoin de faire un tableau, de réaliser un tableau pour essayer de soulever. Et on va voir ça sur un exemple après. Donc il y a l'autre mode opératoire qui est le vote pondéré simple aussi. C'est un vote pondéré mais sans critères. D'accord? Le premier il est à multicritères, donc plusieurs critères. Celui-ci, il est pondéré, ça veut dire il est multiplié par un facteur, mais sans critère. Il est souvent suffisant si le problème n'est pas complexe, d'accord? Si je n'ai pas un problème complexe.
Chaque membre du groupe choisit les causes les plus importantes, d'accord, les causes les plus importantes à ses yeux, et les classe par ordre d'importance décroissante. Il les classe. Ça c'est plus important, ça c'est moins important, etc. Donc là, il commence par la plus importante cause qu'il voit à ses yeux, qu'elle est la plus importante. En attribuant le poids 3 pour celle qui lui paraît la plus importante, le poids 2 pour la suivante, etc. D'accord? Et après, on va croiser les votes. On additionne le poids de tous les membres et à ce moment-là, on a un résultat final. On retire l'option qui présente le total le plus élevé. Diagramme de Pareto. Alors ici, pardon, j'ai pas mis oui, je vous avais dit, je vais vous donner un exemple, mais je vais essayer de le trouver. Je pense que je l'ai enlevé. J'ai un exemple, je vais vous le donner par la suite. Hein. Pour que ça soit clair. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous le préparer quand on va faire le meeting, d'accord. Donc ici, je vois que je passe à un autre diagramme. Je pensais que je l'avais gardé encore, mais en fait non. Alors maintenant, on va passer au diagramme de Pareto. Ça aussi, c'est un outil qui permet de sélectionner le problème qu'on va traiter ou les problèmes qu'on va traiter. Alors, objectif. Le diagramme de Pareto permet de mettre en évidence les éléments, effets et modes de défaillance. Par exemple, les effets d'un problème ou bien les modes de défaillance, je ne sais pas moi, d'une machine, d'un processus, etc. Les plus importants d'un problème sur lesquels doivent être les plus importants, les éléments, pardon, il y a je me disais, la phrase, elle n'est pas, voilà. Alors, le diagramme de Pareto permet de mettre en évidence les éléments les plus importants d'un problème sur lesquels doivent être concentrés en priorité les efforts d'amélioration, c'est-à-dire les éléments d'un problème qui sont les plus importants sur lesquels on va qui sont en fait concernés par l'amélioration, action corrective ou bien préventive, etc. Cette analyse est également connue en gestion de production sous le nom de diagramme ABC ou bien loi des 80-20. Ça, je pense que la plupart de vous a déjà entendu parler de ça. Qui postule donc la 80-20, ça veut dire, elle nous dit que 80% des effets sont imputables à 20% des causes. 20% des causes peuvent provoquer 80% des effets du problème. Hein, d'accord? Donc, comment on fait pour le diagramme de Pareto? Alors, le champ d'application, le diagramme de Pareto constitue la première étape dans la démarche permanente d'amélioration des produits et des procédés de l'entreprise déjà. Il consiste notamment il constitue celui-ci, donc le diagramme, il constitue un indicateur sur l'état de l'avancement de la résolution du problème aussi. Donc on peut l'utiliser comme indicateur, c'est-à-dire toujours mesurer faire un diagramme Pareto pour voir est-ce qu'on avance ou est-ce que le problème il est toujours là. Car pour chaque action corrective, la construction d'un nouveau diagramme de Pareto rend compte de l'amélioration effectuée. D'accord? Donc à chaque fois, on peut l'utiliser aussi comme un indicateur d'avancement. Les acteurs, ce sont les membres d'un groupe de progrès mis en place pour l'amélioration et la conception intégrée du produit et procédé. D'accord? Les membres du groupe de progrès qu'on a déjà constitué, mis en place pour l'amélioration et la conception intégrée du produit, d'accord, ou bien d'un procédé. Alors le processus de construction du diagramme, recueillir et classer les données par défaut constaté, d'accord, voilà, défaut, 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 tirer les données par ordre croissant, trier par ordre croissant, c'est-à-dire ça va du plus petit au plus grand. Ça peut être par exemple le nombre de défauts dans un produit d'un processus, et puis donc on va les classer
ce processus-là. Ici, il donne, par exemple, cette machine, elle va donner 100 défauts, l'autre, elle va donner, je ne sais pas moi, 80, etc. Calculer la somme de tous les défauts, calculer le pourcentage de chaque défaut, calculer les pourcentages cumulés. On va voir ça sur le diagramme et ça va être plus clair. Et puis tracer le graphique. Alors, justement, la feuille de relevé de données qui va servir dans le diagramme de Pareto. Par exemple, ici, vous avez un exemple. Celui-ci, c'est ces données-là que je vais utiliser pour construire mon diagramme. Enfin, c'est pas... En fait, là, j'ai déjà commencé à construire. Les non-conformités. Première non-conformité, deuxième non-conformité, troisième, quatrième, etc. D'accord? Donc ça, c'est les non-conformités qu'un processus, par exemple, il m'a donné. Tube de vidange brisé, ampoule brisée, estampille manquante, etc. D'accord? Alors, le nombre de non-conformités, par exemple, sur une période donnée, on va dire le nombre, il est, par exemple, j'ai mesuré un jour ou 2 jours ou une semaine, eh bien, j'ai le nombre de non-conformités. D'accord? 144. Là, j'ai trouvé 36, là, 24, le nombre. Hein, j'ai compté le nombre de non-conformités. Et puis, vous avez ici le total. Le pourcentage par rapport à toutes les non-conformités que j'ai. Ici, ça représente 60%, ça, c'est 15, 10, etc. Et après, je mets en place une autre colonne pour calculer le pourcentage cumulé. Alors la première j'ai 60, la deuxième j'ai 15, alors c'est la deuxième je mets 60 plus 15. Plus 10 ça me donne 84, plus 5 ça me donne 85, plus 5 ça me donne 90, plus 3,3, 93,3, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à 100 pour la dernière, normalement, parce que je cumule jusqu'à 100%. Alors la représentation, eh bien, comme ça, je représente. Alors le nombre de non-conformités ici, les différentes types de non-conformités, d'accord, et le nombre pour chacune, d'accord, chaque type. Et ici, le pourcentage, d'accord. Là, je mets le pourcentage cumulé et là, le nombre des non-conformités. Et puis pour A, j'en ai 144. Pour B, eh bien, j'en ai, qu'est-ce que j'avais dit? On avait 30 et quelques, même pas 40, etc. Donc on les met ici. Et puis la ligne là, elle présente les non-conformités. Donc qu'est-ce qu'on a dit? 80-20. Ou bien, oui, c'est-à-dire 20%. Je vais prendre 20% des problèmes qui va me donner 80%. Donc à peu près 80%. C'est là, donc je trace la ligne et ça va me donner les 20% des causes. Donc je vais regarder ces problèmes-là, A, B et C, les non-conformités. Combien de non-conformités qui vont causer plus de problèmes? Alors ici vous avez la définition du diagramme. 20% des causes produisent 80% des effets et vous avez les 80%. Ici la représentation, donc c'est-à-dire que vous prenez ces deux défauts-là, c'est ça qui représente, qui est le plus, qui vont jouer le plus pour, si vous améliorez ces deux-là, c'est comme, là vous pouvez même les oublier, parce que en fait c'est ça qui cause le plus de problèmes. Et si vous les avez réglés, le problème il est quasiment réglé. Outil simple à construire qui permet de cibler facilement les causes prioritaires pour garder en efficacité, pour gagner en efficacité dans la résolution des problèmes. Il joue un rôle de filtre, il va filtrer les problèmes. Définir le critère à analyser, collecte des données, élaborer Pareto et puis identifier les 20 causes prioritaires. Alors maintenant le diagramme d'Ishikawa ou cause-effet. Alors son objectif, il est utilisé pour associer les causes multiples à un seul effet. D'accord? C'est-à-dire regarder les causes, toutes les causes qui donnent un effet donné. Et généralement cet effet-là, c'est un effet indésirable.
d'accord, qu'on va enlever. Donc on épluche toutes les différentes causes et on essaie de les classifier. Il sert à mettre en évidence les relations cause à effet suivant une méthode définie par le professeur Kaoru Ishikawa. C'est pour ça qu'on l'appelle le diagramme d'Ishikawa. Alors classer par famille les causes d'un effet donné, dégager les priorités en se basant sur des critères de discrimination économique, de sécurité, de fiabilité et enfin de qualité. C'est-à-dire on va regarder, on va séparer ces différentes causes. Est-ce qu'elles sont d'ordre économique? Est-ce qu'elles sont d'ordre sécurité? Est-ce que fiabilité, etc. Est-ce que c'est la qualité? Faciliter le consensus en le consensus, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les causes les plus importantes, en hiérarchisant les causes, c'est-à-dire il faut que ça soit classé suivant une hiérarchie. La plus importante de la moins importante. Alors le champ d'application, le diagramme peut être utilisé pour la recherche des causes et effets en relation avec la non-qualité par exemple, sur un produit ou le dysfonctionnement d'un procédé. Les acteurs, eh bien, ce sont les membres de l'entreprise qui travaillent en groupe de progrès. Le mode opératoire, je fais un remue-ménage ou un brainstorming sur la recherche des causes d'abord, et puis je classe les causes par famille des 5 M. Les causes sont classées dans 5 M, matière, méthode, main-d'œuvre, mesure, machine. C'est-à-dire, est-ce que ça concerne la matière? Est-ce que la cause concerne la méthode? Est-ce que ça concerne la main-d'œuvre? Est-ce que ça concerne la mesure? Ou bien ça concerne la machine? Donc, d'abord, je la classe dans les 5 M, ou parfois 6 M, ça dépend. Ou il y en a même à 4 M. Classer les causes en facteurs principaux et secondaires. D'accord? Est-ce que c'est un facteur principal ou est-ce que c'est juste secondaire? Et puis tracer le diagramme. Voilà. Donc, mode opératoire. Donc, suivre les étapes du logigramme. C'est ce qu'on vient de voir, le logigramme. Sur le diagramme, les causes principales sont représentées par des rectangles. Les causes secondaires sont représentées par des flèches seulement, qui viennent se greffer sur la cause principale correspondante. On va voir l'exemple. Exemple de diagramme d'Ishikawa. Par exemple, voilà, ici, c'est représenté que 4M. Main-d'œuvre, matériaux, parce qu'on n'a pas vu l'intérêt de mettre le 5e, c'est tout. Alors, main-d'œuvre, matériaux, machine, méthode. Et les causes, ici, cause principale, adhésif, formation. C'est ça qui cause le fait qu'il y a un problème par rapport à la main-d'œuvre. Et puis ça, c'est des causes secondaires qui viennent se greffer par des flèches sur la flèche principale. D'accord? Et puis la flèche principale, elle va pour donner cet effet de propriété de l'adhésif. Ici, par exemple, c'est une machine qui construit, enfin, c'est un processus qui construit un adhésif du joint. D'accord? Et donc ici, vous avez les causes. Les causes qui sont classées. Alors, tout ce qui va vers cette flèche, c'est la cause main-d'œuvre que j'ai mis dans la famille main-d'œuvre. Adhésif, formation. Que j'ai mis dans le matériau. Flocage, ça c'est des noms de... Ça les concerne, hein, l'entreprise. Caoutchouc, adhésif. Alors, type vieillissement, sa viscosité, sa température, le fournisseur, etc. Donc ici, c'est un ensemble de causes secondaires et causes principales. D'accord? Vitesse de l'extrudeuse, par exemple, ici. Dans la méthode, j'ai la vitesse, ça pose un problème. Et c'est ça qui donne donc, vous voyez, donc on a ici toutes les causes qui vont, les principales et les moins principales qui vont donner cet effet-là qui est un effet néfaste. Ici aussi, je vous ai trouvé un résumé qui vous résume la définition et puis l'intérêt. Il favorise l'analyse de résolution de problèmes. Et donc ici, vous avez méthode, matière, vous en avez 6. Matière, matériel, main-d'œuvre, milieu, mesure.
D'accord? Et puis ça donne cet effet-là avec les causes principales qui sont celles-là. Là, c'est la flèche du M, de la famille, si vous voulez. Et ça, c'est les causes principales. Et il peut y avoir des causes secondaires qu'on va greffer sur ces flèches-là. Alors, définir clairement la problématique. Pour chaque catégorie, faire un brainstorming pour recenser. Donc ici, ça demande beaucoup de travail pour exécuter ceci. Donc, vous avez ici déjà un brainstorming à cette étape-là, réaliser un vote pour faire ressortir les causes critiques, etc. Donc, il y a du travail de groupe pour essayer de mettre en place le diagramme d'Ishikawa. Travailler sur les 3 causes qui ont recueilli le plus de votes, par exemple. Alors, le feuille de relevé de données ou datasheets, elle sert, donc son objectif, c'est recueillir les données qualitatives ou bien quantitatives sur le processus de production ou sur les caractéristiques d'un produit, soit pour contrôler le procédé, soit pour établir de façon claire la relation entre une cause et un effet. D'accord? La relation entre une cause et un effet. C'est un outil d'aide à la mesure. D'accord? Il va nous aider, c'est le relevé de données ici. Il va nous aider à la mesure. Il permet une collecte de données qui est chiffrée, ça peut être chiffré ou bien juste qualitative, précise, fiable, en relation avec l'objectif défini. Les informations sont facilement utilisables pour l'analyse des données. Exemple, sur un tableau sont représentés les résultats d'un contrôle par attribut. Comptage du nombre de défauts constatés visuellement, effectué par 4 opérateurs sur 2 machines au cours de 2 postes de travail, le matin et l'après-midi. 5 types de défauts ont été constatés et différenciés par des figures géométriques. Ici, des figures géométriques, c'est-à-dire le type 1, je mets un rond, le type 2, je mets un rond plein, le type 3, une croix, un triangle vide et un carré vide. Donc 5 types de défauts qui ont été relevés. Alors ici, exemple de feuille de relevé de données sur un processus par exemple de fabrication. Pour la machine 1 et la machine 2, sur la machine 1 il y a 2 ouvriers AB, et la machine 2 CD, lundi, l'après-midi et le matin et l'après-midi, mardi, etc. jusqu'à samedi. Et ici vous avez les signes des défauts. On a choisi des ronds pleins, des ronds et ici donc on a constaté ces 4 défauts là. D'accord? Un défaut, plutôt un défaut, un qui vient 2 fois, un autre et un autre. Ici j'ai juste 2, l'après-midi 2 fois, etc. Donc ici vous avez 2 types de renseignements. Quels sont les défauts qui surviennent? D'accord? Et combien de fois aussi chaque défaut. Ici 3 fois par exemple, ici 1 fois et un autre défaut, ici 2 fois un autre défaut et un autre défaut, etc. Donc ici vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez relever de la feuille de relevé de données. Alors le champ d'application, les feuilles de relevé de données peuvent remplir les fonctions suivantes. La vérification des modes et effets de défaillance, d'accord, sur le processus de production, le mode de défaillance et puis l'effet aussi. La localisation des dysfonctionnements, où est le dysfonctionnement? On peut voir ça à partir de cette feuille de relevé de données. La recherche des causes de dysfonctionnement aussi. Donc une fois qu'on a mis le doigt sur là où on peut trouver le dysfonctionnement, là on peut creuser un peu plus et essayer de chercher ces causes de dysfonctionnement. Parce qu'il peut y avoir aussi un dysfonctionnement dans une chaîne par exemple, le dysfonctionnement vient pas de la partie qu'on a analysée mais d'avant. On peut voir que ça vient de l'extérieur, etc. Le préalable à l'analyse des données multivariées. Alors là c'est une méthode on peut faire une analyse des données multivariées, donc elle va, c'est une autre méthode avec une analyse donc elle peut venir avant de faire l'analyse des données multivariées.
variés. Bon, je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus parce que bon, ça c'est une méthode, un autre type de méthode que je ne veux pas évoquer ici. Alors, toujours champ d'application, donc cet outil peut s'appliquer à toute étape de résolution d'un problème, au positionnement d'un problème et à la mesure de son évolution, à la constatation des écarts aussi, à la recherche des causes, quantification de l'importance de chacune, la recherche des causes avec la quantification de l'importance de chacune, localisation aussi des défauts, à la recherche des solutions, à la mesure et au contrôle des résultats de la mise en œuvre de solutions. D'accord? C'est-à-dire le suivi. En permettant une collecte fiable des données. D'accord? En permettant une collecte fiable de données. La feuille de relevé constitue une pratique donc préalable à toute analyse statique de données. D'accord, donc elle est importante. On a vu d'ailleurs dans les exemples précédents qu'on a utilisé une feuille de données dans le diagramme de Pareto. Donc la feuille de relevé constitue une pratique préalable à toute analyse statistique des données. Si je veux faire une analyse statistique, j'ai besoin de cette feuille de relevé de données. Les acteurs, ce sont les opérateurs et les contremaîtres en ligne de fabrication pour prélever des échantillons et relever les mesures et observations, mais aussi les services de recherche et développement. Donc, il n'y a pas que cela, recherche et développement, pour la recherche des relations de cause à effet sur les fonctions techniques et de service d'un produit. D'accord ? Donc, que ce soit le contremaître en ligne de fabrication, pour qu'il relève des échantillons, relever des mesures et des observations, mais aussi pour la recherche et développement, pour qu'il cherche des relations de cause à effet, des relations sur les fonctions techniques, d'accord, et le service d'un produit, c'est-à-dire ça répond à leurs questions à eux. Les étapes sont les suivantes: fixer la fréquence de prélèvement des échantillons, mise en place de plans de contrôle et des instructions d'autocontrôle. D'accord? Donc fixer les fréquences de prélèvement, on va mettre en place un plan de contrôle, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va faire le contrôle, et les instructions d'autocontrôle. Aussi on peut demander aux opérateurs lui-même qu'ils s'autocontrôlent. À chaque fois, il réalise une donnée, après il contrôle. Il réalise ce qu'il a à réaliser et il contrôle au fur et à mesure. Les caractéristiques à contrôler sur un produit, donc fixer la fréquence de prélèvement des échantillons, les caractéristiques, donc déterminer les caractéristiques à contrôler sur un produit, les paramètres à relever sur un procédé, qu'est-ce qu'il faut relever comme paramètres. L'objectif à atteindre doit être clairement défini afin que les informations recueillies lui correspondent. D'accord? Si on a bien déterminé l'objectif, ces informations qu'on va relever, elles vont correspondre effectivement. Donc je ne vais pas relever des informations qui n'ont rien à voir avec l'objectif et soient exploitables et analysables. Aussi, la première étape consiste en la détermination des différents éléments à relever. Qu'est-ce que je vais relever pour faire l'analyse? La grandeur à mesurer, par exemple, nombre de défauts, ou bien température, etc. L'autre fois, dans l'exemple, on a vu le nombre de défauts. Les caractères de classement, comment on va les classer? Exemple, heure, date, type et défaut. Est-ce qu'on va les classer en nombre de défauts, ou bien la date d'apparition, ou bien à quelle heure, etc. Ça dépend du travail qu'on est en train de faire. La feuille de relevé se présente sous la forme d'un tableau matrice de données, et là je pense que c'est là que ça va venir le tableau dont je vous ai parlé. Elle permet l'enregistrement méthodique de ces grandeurs en fonction des critères retenus, les critères qu'on a retenus, par une notation chiffrée ou symbolique, ce qu'on appelle le codage.
Je vais essayer de vous trouver ça. Là ça évoque le vote pondéré multicritère ici. Donc en fait, là je vais utiliser un tableau, matrice de données. Elle permet l'enregistrement méthodique de ces grandeurs en fonction des critères qu'on a retenus par une notation chiffrée ou symbolique, ce qu'on appelle le codage. D'accord, on peut coder par exemple, comme tout à l'heure, on a codé le défaut, ce défaut-là par un rond, l'autre par un disque, etc., par une croix ou autre chose. D'accord. Alors maintenant, matrice impact faisabilité ou impact, ça aussi c'est un autre outil. Son objectif c'est prioriser les actions par rapport à deux critères, faisabilité et l'impact. Hein. Généralement ça c'est pour choisir une solution. Est-ce qu'elle est faisable et quel est son impact? Ces critères sont généralement les plus pertinents à prendre en compte pour la priorisation d'une action ou d'une autre. C'est-à-dire, je veux faire une action et je veux la prioriser. Et donc, je veux regarder sa faisabilité et puis son impact. Il existe d'autres couples de critères comme faisabilité-efficacité ou faisabilité-sécurité. Et ça dépend de comment on veut choisir comment on veut prioriser, c'est-à-dire est-ce que c'est important la faisabilité et la sécurité, et c'est ça le plus important, donc on va faire une matrice faisabilité-sécurité, ou bien faisabilité-efficacité, est-ce que c'est ça, on va se pencher plutôt sur ça, ou bien le plus important c'est la faisabilité et l'impact, ça dépend de quel est le problème qu'on est en train de travailler, et puis comment on veut prioriser. Et ça c'est un choix qu'on fait avant de commencer à réaliser cette matrice. Mode opératoire. Alors ici, bon, j'ai gardé impact faisabilité ou impact effort, mais vous pouvez l'exécuter aussi avec les autres types de matrices. Effectuer un brainstorming en groupe de progrès. Lister les actions. Les regrouper en catégories si elles sont nombreuses. Donc je fais un brainstorming d'abord et je liste les actions, les regrouper en catégories, et si elles sont nombreuses, si jamais elles sont nombreuses, donc il faut les regrouper en catégories si jamais j'en ai beaucoup. Demander aux membres du groupe de coter les deux critères, d'accord, la cotation étant préalablement discuté et choisi, c'est-à-dire coter la faisabilité et coter l'impact. Créer un tableau en ligne, les actions, et en colonne les moyennes des cotations attribuées par le groupe à chaque action ou catégorie d'action. D'accord? Donc on va voir ça. Reporter les résultats du tableau sur le graphe impact faisabilité. Donc ici vous avez un exemple pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, ici, impact médico-économique. Ça, c'est une matrice qu'on a fait au niveau hospitalier. Alors, pour un projet, par exemple, pour choisir les projets. Faisabilité, disons un projet sur lequel on va faire certaines actions. Ça peut être un projet, ça peut être une action, etc. Donc, finalement, on arrive à on va mettre la faisabilité sur un axe. Et avec les résultats, par exemple, on va pondérer la faisabilité, hein, on va donner des coefficients et chacun, on va faire des brainstorming, etc. Et à partir du brainstorming, on va relever que voilà la pondération de chaque action par rapport à la faisabilité, par rapport à ces critères de faisabilité et par rapport à l'impact. Alors finalement, en fonction de là où je vais trouver cette action, hein, là où je vais la trouver, si je la trouve dans le cadran, en fait cette matrice elle est composée en quatre coins, on va dire. Le cadran droit, gauche inférieur, gauche supérieur, droit supérieur et droit inférieur. En fonction de là où il va se trouver, ça sera un projet ou une action non prioritaire ici, projet
projet ou action secondaire, et projet ou action prioritaire, c'est ici. Projet complémentaire, d'accord? Si c'est là. Les projets qui sont là, ça veut dire que leur faisabilité, elle se trouve ici. Le coefficient qu'on a choisi après le brainstorming pour la faisabilité est là. Et puis l'autre coefficient, il est là. Donc là, c'est des projets prioritaires. Si ce sont des projets complémentaires, eh bien, vous avez la faisabilité, elle est importante, mais l'impact, il n'est pas très important, il est petit. Il est dans ces cadres-là. Donc voilà. Donc ici, je reviens juste là pour dire effectuer un brainstorming en groupe, déjà pour déterminer. D'abord, on va se dire, voilà, on va discuter. Lister les actions, les regrouper en catégories à ce moment-là de faisabilité, c'est-à-dire on va dans le brainstorming, on va choisir les actions et après on va les regrouper en catégories si elles sont nombreuses, sinon on va les lister. Voilà les catégories, voilà les actions. Demander de côté les deux critères qu'on a choisi, impact, faisabilité par exemple, la cotation étant préalablement discutée et choisie. Là aussi on peut discuter et après on va mettre ça, on va lui donner une pondération pour la faisabilité et une pondération pour l'impact, d'accord? Et après je prends la moyenne des cotations attribuées par le groupe à chaque action ou à chaque catégorie d'action, si je les ai classés par catégorie ou par action. Reporter les résultats sur le tableau que je vais reporter ici. Et à ce moment-là, je peux déterminer est-ce qu'il est là, là ou là ou là. Et là, ça me donne une idée sur la priorisation d'une action donnée. Et je peux comparer, je peux le faire pour plusieurs actions et regarder toutes les actions, elles vont se trouver. Donc les actions qui vont se trouver ici, sont des actions avec lesquelles je vais commencer. Alors ici, vous avez aussi un résumé, donc définition, prioriser les idées d'information, d'amélioration, issues d'un brainstorming en fonction des critères de faisabilité et d'efficacité, par exemple. Ça, c'est pour impact efficacité. Et ici, vous avez impact fort, impact important, solution facile. Ici, on vous dit avec difficulté, par exemple, d'accord? Et ici, impact faible avec difficulté, impact faible. Ici, pourquoi ils disent difficulté? Parce qu'ils ont mesuré l'impact et l'effort que ça demande, d'accord? Bon, ça dépend qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette matrice impact faisabilité ou impact effort ou autre chose. Donc ici, c'est un raisonnement par rapport à l'impact et l'effort que ça demande. Vous avez ici l'intérêt et vous avez ici la méthodologie. Voilà tout.